Ça y est, on est live. Eh bien, bonjour à tous. On va attendre un tout petit peu avant de commencer, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et du coup, ce que je vous propose, peut-être pour ceux qui sont déjà là, c'est de vous présenter avec le nom de votre site web. Expliquez-nous un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites dans l'entreprise. Salut Alice. Et puis Hello, comme hello ça, on Sophie. attend tranquillement que les gens se connectent. Salut Florian. Hop. Salut Lola. N'hésitez pas à 45. partager votre site web aussi, comme ça on a une petite idée de quelles marques sont présentes avec nous. Beaucoup de filles jusque-là, de ce que je vois. Salut Anouk. Maison Berger, très cool. Ah, bonjour Benoît, bonjour Thibaut, merci. Amélie de Parfum Caron. Salut Louise. Salut Caroline. Ah, bonjour Lucille, que je connais, sur Nourrir comme la nature. Shot aussi, prêt à porter, Fagot. Trop bien. On est quasiment 50 là dans le webinar, donc on va pas tarder à commencer. En tout cas, super de voir un petit peu quelles marques sont présentes et ce que les gens aussi font dans les différentes boîtes. Donc, n'hésitez pas à continuer d'alimenter le chat. Anouk de Huguet de Paris. Et puis, on va pouvoir commencer d'ici une petite minute. Le slip français, coucou Suzette. Ouais, beaucoup de secteurs d'activité en plus différents. Salut Erwan. Il y a Benoît avec qui, je pense, Roman, tu as rendez-vous à 16h apparemment avec Ah, Benoît. bah Comme ça, tu super. peux pas oublier. Merci du rappel Benoît. Salut Maïwen. Cool. Bon, on a dépassé la barre des 50, donc je vous propose de commencer. Yes. Peut-être on peut faire un petit tour de table pour commencer rapidement. De manière très impolie, du coup, je commence vu que j'ai la parole. Donc moi, je suis Joseph, je suis un des 3 cofondateurs et le CEO de Loyoli. Et puis, mesdames, je vous laisse vous présenter. Vas-y Chloé, je t'en prie, je te laisse la parole. Eh bien, du coup, oui, je suis Chloé, je suis chef de projet CRM chez M et j'ai pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui, donc ravie qu'on soit nombreux pour ce webinaire. Et moi, donc j'enchaîne, Romane, je suis directrice commerciale et associée chez Axome depuis 6 ans. Donc je pilote toute l'équipe de consultants, donc études des projets au sens large et puis accompagnement à la performance dans plein de secteurs d'activité, dont M fait partie avec la cosmétique beaucoup chez Axome, mais prêt-à-porter, sport, industrie, plein d'autres. Trop bien. Et donc, avec donc Chloé et Roman, on a voulu organiser ce webinar pour vous partager comment finalement M Skincare a pu repenser l'expérience post-achat avec une dimension design assez importante pour vraiment mettre en avant comment toute la partie post-achat finalement dans l'expérience client, dans le design peut se retranscrire. Et donc, si tu veux, Roman, du coup, tu commençais à présenter un petit peu Axome. Tu Yes. veux nous en dire un petit peu plus? Ouais, rapidement, mais en effet, pour ceux qui connaissent pas Axome, c'est donc une agence web e-commerce et marketing. Nous, on existe depuis plus de 35 ans, principalement Shopify, mais aussi d'autres technologies comme PrestaShop, WordPress et Webflow. On va mener environ 250 projets par an. Alors, je vous rassure, quand on dit 250, c'est pas forcément que des projets de création ou de refonte. Il y a aussi justement des projets d'évolutif de TME, dont la fidélité fait partie, dont peut faire partie l'AB test, le CRO, et plein d'autres choses. Et sur environ 600 clients actifs, je le disais tout à l'heure, mais pas de secteur d'activité fétiche chez Axome. On fait du prêt-à-porter, de la cosmétique, du sport, de l'industrie, de la beauté, enfin en tout cas plein de secteurs. Et on est 90 personnes aujourd'hui chez Axome, réparties à Paris et à Saint-Étienne, le siège étant à Saint-Étienne. Voilà.
Trop bien, bah, merci beaucoup Roman pour ça. J'enchaîne du coup avec Loyoli, donc qui est une plateforme d'engagement post-achat qui va orchestrer donc fidélité, parrainage et engagement client sur les différents canaux online et offline. Aujourd'hui, on existe depuis 3 ans maintenant. On travaille avec 600 marques actives chez Loyoli et on est présent dans 3 pays, notamment France, mais aussi le UK et puis l'Espagne. Et on est donc 30 dans l'entreprise. Et donc, les marques qu'on accompagne, hein, c'est toutes les verticales, du Venom, du Eden Park, du Sœur, le slip français qu'on a vu tout à l'heure dans le chat aussi, ou encore SVR, Lazartigue, etc. Puis, du coup, Chloé, Écoute, est-ce que tu veux mon nous en dire côté plus M, sur, oui. sur... Donc effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, même si je pense que c'est pas la majorité des personnes qui sont connectées, mais on a été fondé donc en 2018 par Mathilde Lacombe et François Marier avec une approche innovante de la beauté, avec une approche in and out. On est construit autour de 3 gammes. Donc on va avoir les compléments alimentaires, le soin du visage et le make-up care, avec cette notion d'agir à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et en fait, au lancement de M, pour faire le pont avec ce webinaire, on avait déjà une communauté qui était assez forte grâce à la communauté de Mathilde, la fondatrice. Et donc, du coup, nous, l'enjeu, ça a été forcément de réussir à engager cette communauté dans le temps et surtout de venir la récompenser. Donc, pour faire une petite introduction, avant la mise en place de notre collaboration avec Loyoli, on n'avait pas de programme de fidélité. On faisait plutôt des choses one shot à la main en fonction des opportunités qu'on avait. Et surtout à ce moment-là, donc avant de rencontrer Axome, on était encore sur PrestaShop, donc on avait aussi pas forcément, en tout cas on avait moins de possibilités d'intégration pour lancer notre programme. Et il y a un an, tout pile, il y a quelques jours, on a migré du coup sur Shopify, accompagné par Axome et par Roman. Et c'est là où on s'est dit que c'était vraiment le temps de structurer les choses et de lancer notre programme fidélité. Donc, c'est comme ça que la collaboration s'est faite entre Loyoli, Axome et M au moment de la migration. Bah, super Chloé, merci pour tout ça en tout cas. Et donc, on a préparé aussi quelques petits sondages pour pouvoir prendre vos retours d'expérience. Donc, il y en a qui s'affichent à l'écran. Et du coup, avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, on était curieux de comprendre un petit peu aujourd'hui quel était votre plus gros challenge sur l'expérience post-achat. Donc, n'hésitez pas à commencer à interagir avec le sondage. Et puis, donc, on pourra regarder les résultats à la fin, même une fois que je l'enlève du screen. Les résultats vont continuer de s'afficher, en tout cas d'être disponibles dans le chat. Donc, n'hésitez pas à commencer à répondre. Et puis, sans plus attendre, du coup, on va pouvoir passer à la suite. Hop. Et donc, pour commencer, on voulait justement évoquer comment était structuré déjà le programme d'M Skincare. Donc déjà avec des paliers VIP, parce que c'est vrai que souvent on se dit la fidélisation, en tout cas les programmes de feed, c'est je fais des achats, je gagne des points, mais de plus en plus, on le voit chez nos 600 clients, ce qui va primer, c'est les expériences, ce que vous allez proposer au-delà des simples transactions pour jouer sur le sentiment d'exclusivité de votre communauté. Donc justement, M a fait un gros travail de structuration là-dessus. Est-ce que Chloé, tu veux nous expliquer un petit peu comment vous avez pu structurer vos paliers VIP? Oui, bah, tout à fait. Donc, en fait, effectivement, on a 2 blocs. On a la partie, on va dire, qui est automatisée, gérée par Loyoli, où on a ce système de points, 1 euro égale 1 point, et on est venu construire nos 3 paliers en fonction du montant dépensé à partir de la première commande. Et ensuite, ces clientes, elles vont venir évoluer justement en fonction du montant dépensé et déclencher des avantages progressifs en termes de points, de remise anniversaire, d'accès exclusif. Et on a un deuxième bloc qui est, on va dire, un peu plus relationnel, expérientiel, où on va venir proposer des masterclass en ligne ou physiques qui sont réservés exclusivement pour le Club M, des accès à des avant-premières, des contenus exclusifs de Mathilde Lacombe qu'on va venir partager au club, des offres en collaboration avec des marques amies qui vont être pareilles à chaque fois exclusivement réservées pour le club. Et donc, on vient construire comme ça un planning d'animation
au-delà de ce système de paliers pour venir animer le programme et renforcer ce côté premium et privilégié du club au-delà de ce système transactionnel de points. Et donc, voilà, ça fait 6 mois qu'on a lancé le programme, mais l'objectif, c'est aussi de vraiment venir accentuer cette deuxième partie-là expérientielle qui est vraiment riche et qui vient vraiment se combiner avec la partie transactionnelle et automatisée qu'on arrive à gérer assez facilement avec Loyoli. Trop bien. Écoute, merci pour ça, Chloé. Et puis, Roman, est-ce que tu peux nous en dire un mot peut-être sur comment vous avez accompagné M pour le design notamment? Ouais, complètement. Donc, Chloé le disait, mais donc on a opéré la refonte PrestaShop vers Shopify en mars. Enfin, en tout cas, c'est un projet qui a duré à peu près 6 mois, mais mise en ligne mars 2025. Il y avait des gros challenges sur M. Alors, au-delà de l'expérience, de l'UI, de l'UX qu'on a retravaillé de A à Z, il y avait des gros sujets aussi sur les abonnements, puisque M a un modèle quand même, un business model qui est très lié à l'abonnement, notamment sur le complément alimentaire. Donc, on a eu un gros job de migration de contenu, de données justement sur ces abonnements. Et sur la fidélité, il fallait un petit peu tout repenser, puisque Chloé l'a dit, mais sur PrestaShop, il y avait vraiment beaucoup de limitations. Donc, tout avait été bridé, même dans le concept de l'expérience fidélité autour de M. M reste une marque ultra communautaire, justement, liée à Mathilde Lacombe aussi, même sur les réseaux sociaux. Donc, on a à la fois travaillé le concept, les différents paliers, toutes les missions, Chloé, tu t'en parleras mieux que moi, mais qu'on est venu activer. Et vulgairement, chez Axome, nous, notre job, il a été de concevoir, d'intégrer le programme de fidélité en fil rouge un petit peu sur toutes les pages, tous les templates du site sur Shopify, faire en sorte que ce soit 100% intégré, qu'il n'y ait pas non plus de rupture comme on peut voir sur certains projets dans l'expérience. Donc, c'est à la fois sur les fiches produits, à la fois sur un template dédié pour présenter l'intégralité du programme, mais aussi sur les nouveaux comptes clients maintenant. Alors, d'abord sur les anciens comptes clients sur Shopify, puis sur les nouveaux récemment. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes qui sont sur Shopify, mais les fameux nouveaux comptes où maintenant on n'a plus de mot de passe, on a un espace client qui se déclenche avec un email où on reçoit un code et où tout est un petit peu normé, on va dire, à la Shopify. Donc, on a travaillé toute la partie maquette UI UX, en mobile, en desktop, et après on a travaillé sur la config, les missions, l'intégration front forcément, et on a eu quelques développements spécifiques, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais des choses que permet pas nativement Shopify et Loyoli, par exemple faire remonter la date d'anniversaire directement pour qu'on puisse l'exploiter dans le programme fidélité, créer des missions autour de ça. Ça a été des champs qu'on a créés nous derrière en back-office avec nos équipes pour pouvoir permettre aux équipes de M et à Chloé d'animer comme bon lui semblait cette data-là, on va dire. Super, merci pour ça, Roman. Et donc, alors c'était de ma faute, désolé tout le monde, j'avais pas forcément lancé le sondage, je l'avais affiché mais pas lancé. Et c'est assez révélateur du coup vos réponses parce qu'on voit que le taux de réachat quasiment à 80%, c'est finalement le plus gros challenge aujourd'hui qui ressort. Donc, question subsidiaire que je vais pouvoir, pour le coup, afficher tout de suite, c'est est-ce que vous avez déjà mis en place ou pas un programme de fidélité? Et donc, de la même façon, je vous propose de le laisser actif de votre côté et donc on pourra revenir sur les résultats dans quelques slides. Et en attendant, on peut parler donc, justement des missions. Tu commençais à l'évoquer, Roman. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vos clients, finalement, c'est votre asset qui est le plus précieux. Les programmes de fidélité, c'est souvent les mêmes. Depuis 50 ans, ça n'a pas beaucoup évolué. On fait des achats, on gagne des points. Là, l'idée, c'est aussi de pouvoir coller aux attentes de vos consommateurs en 2026 et de créer du lien entre plusieurs achats pour ne pas communiquer avec vos clients que pour les informer du fait qu'ils ont reçu un discount ou des nouveautés produits. Là, c'est de les embarquer avec vous, les engager pour les impliquer dans votre communication. Mais effectivement, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, une marque comme M, Chloé va nous en parler, qui a un enjeu quand même de branding assez fort, a souhaité le faire intelligemment en ne proposant pas ça systématiquement à tout le monde, mais plutôt en le limitant à des périodes de temps et certains profils. Est-ce que du coup, Chloé, tu peux nous expliquer comment vous avez structuré du coup cette approche-là? Exactement. Donc, du coup, effectivement, on voit dans beaucoup de programmes, on peut avoir des missions qui peuvent être activées, de l'échange de points contre de l'UGC, laisser un avis, un follow sur Instagram. Nous, pour le coup, ça ne collait pas avec nos enjeux, comme tu le disais, de l'avoir de façon
permanente en fait dans le programme fidélité. Mais du coup, grâce à Axome, en fait, et grâce à Loyoli aussi, on décide d'activer ou non les missions en fonction de notre stratégie et de nos temps forts. Typiquement, chez M, un des plus gros enjeux, c'est de réussir à récolter des avant-après, puisque du coup, on est sur des cures, donc pouvoir récolter des avant-après à mettre en avant sur notre site, les fiches produits, nos différents assets de communication sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, les missions, c'est ce qui nous permet vraiment de le faire de la façon la plus simple et intégrée possible. Donc, typiquement, on ne va pas intégrer une mission tout au long de l'année sur le programme fidélité, mais typiquement, ce genre de mission pour aller récolter de l'UGC, c'est quelque chose qu'on va faire par parcimonie, accompagné par Axome. On va activer, désactiver des blocs, et c'est ce qui va nous permettre de faire vivre le programme différemment qu'avec ce système de points, et de le faire très facilement. Là où, par exemple, auparavant, on envoyait des formulaires, des Google Forms pour récolter des images, c'était pas du tout adapté. Puis du coup, c'était pas intégré, ouais. Exactement. Et puis du coup, là, il y a aussi un système de récompense qui est fait assez facilement, qui est très clair pour la cliente. Et du coup, ça, pour le coup, c'est dans ce sens-là que les missions sont intéressantes pour nous chez M. Ouais. Et si je peux donner une stat, moi, sur l'UGC, au niveau vraiment, nous, ce qu'on peut voir côté agence, on a une stat qui est quand même assez impactante. On a noté que 79% des consommateurs aujourd'hui affirment que l'UGC influence leur décision d'achat. Et en effet, tu as raison, Chloé, il y a un point aussi, un petit point de détail qui est important, c'est la fraîcheur en fait de ces UGC-là, la fraîcheur des avant-après, d'en récolter assez récemment pour les mettre à jour, parce qu'un UGC qui date d'il y a 7 mois n'aura pas du tout le même impact d'un UGC qui a été poussé, ou en tout cas d'un avant-après qui a été récolté il y a 2 semaines. Et ça, c'est quasiment, on le voit, mais sur les taux, nous, les stats, c'est quasiment plus 25, plus 30% de taux de conversion liés à ces avant-après, aux galeries de photos aussi récoltées grâce au programme de fil. Donc, c'est quand même hyper impactant sur la partie business pure, quoi. Et surtout, on peut aussi maîtriser la qualité des UGC via Loyoli, puisque du coup, en fait, c'est nous qui décidons si on valide ou non le contenu qui nous a été partagé, et en fonction, on attribue la récompense ou non. Donc, ça aussi, c'est important pour nous. Super. Et puis effectivement, comme tu le disais, la qualité, ça va être vraiment clé pour les UGC. Il y a un petit peu 2 enjeux, je pense. C'est le premier, récolter des UGC de qualité pour, dès que tu lances un nouveau produit, tu sais que potentiellement, une semaine après, tu as des UGC de tes clients que tu peux utiliser. Et puis après, le but du jeu sur les programmes de fidélité, c'est d'engager les clients pour leur faire accumuler des points, des récompenses, pour que justement, ils utilisent ces points et ces récompenses qui expirent au bout d'un moment. Donc, même si tous vos UGC ne sont pas forcément réutilisables, le gros avantage, c'est que ça va permettre à vos clients de justement utiliser encore plus le programme par la suite. Tout à fait. Et donc, je vous propose de réafficher du coup les résultats du sondage précédent. Et on voit, c'est un beau 50-50 quasiment, avec d'un côté des marques qui ont déjà un programme, certaines qui aimeraient l'améliorer, et puis d'autres qui y réfléchissent ou qui n'en ont pas encore. Donc, assez intéressant de voir tout ça. Hop. Et donc, je vais repasser sur les slides. Donc, on vient d'en parler, hein, c'est effectivement un axe qui est à ne pas manquer, de utiliser vos clients comme des ambassadeurs. C'est quand même assez intéressant d'un point de vue coût d'acquisition. Et un bon moyen pour ça, justement, c'est le parrainage. On connaît tous le principe, mais il y a aussi des enjeux d'expérience client qui sont intéressants et importants à évoquer. Donc d'abord, Chloé, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez mis en place sur le parrainage ? Oui, et en fait, donc au moment où on a commencé notre collaboration ensemble avec Loyoli, on avait en pause notre programme de parrainage, puisqu'en fait, sur PrestaShop, on avait de base un programme de parrainage, mais qui était honnêtement très compliqué à gérer. C'était très lourd, il n'y avait pas une expérience qui était fluide d'un point de vue cliente. Et puis nous, en interne, c'était compliqué à gérer, à mesurer l'impact. On avait beaucoup de gestion manuelle aussi pour gérer toute la partie fraude, donc c'était très lourd. Donc au moment où on a migré, on a coupé le parrainage, et donc on a profité du lancement de notre programme fidélité pour venir réimbriquer cette brique très forte de parrainage. Donc on a gardé le même système qu'on avait auparavant et qu'on vient faire évoluer. Donc c'est 10 € qu'on vient booster sur des temps forts de l'année. Par exemple Noël, où on va venir booster l'offre de 10 € à 20 €. C'est assez simple de le faire.
Et ça nous permet surtout pour les clientes de pouvoir en un clic, donc via une page dédiée et via un blog qui est sur la page du programme fidélité, de pouvoir partager leurs liens, alors chose qui n'était pas possible auparavant. Du coup, là, directement, ou par mail, ou par WhatsApp, Messenger, du coup, ça facilite l'expérience pour les clientes. Et nous, ça permet vraiment de les positionner comme ambassadrices, prescriptrices et d'aller faire de l'acquisition de nouvelles clientes par elles. Donc, c'était aussi un enjeu fort au moment où on a lancé notre programme fidélité, de venir réimbriquer cette brique parrainage. Pareil, si je peux compléter, moi, sur la partie stats, toujours pareil de ce qu'on peut voir chez Axome. Alors, à prendre avec des pincettes selon le secteur d'activité, forcément, mais en règle générale, le parrainage est le canal d'acquisition qui possède le plus haut niveau de confiance. Parfois, on le met un peu en dessous de la fidélité ou en parallèle, c'est-à-dire qu'on va le travailler, mais un peu quand on a le temps. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on peut repérer chez Axome, c'est qu'un consommateur est 4 fois plus susceptible d'acheter lorsqu'il est recommandé justement par un ami. Plutôt que juste de naviguer sur un site, de venir d'un autre canal d'acquisition, de publicité payante, du social ads ou que sais-je. Donc vraiment, on est quasiment sur un x2 sur le taux de conversion sur cette partie vraiment parrainage. Donc c'est ultra important pour moi de le travailler limite en imbriqué au programme de fidélité et pas comme deux briques séparées qui viendraient interagir sans communiquer l'une avec l'autre. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de travailler chez Axome, c'est-à-dire quand on réfléchit le concept du programme de fidélité, on essaye d'inclure forcément la partie parrainage, affiliation dans ces échanges-là, puisque ça fait vraiment sens, toujours pareil au niveau du business pur, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, comme tu dis, Roman, il faut savoir qu'un client qui provient du parrainage, il a une LTV qui est 4 fois supérieure en moyenne, ce Ouais, qui c'est ça. est logique, parce que c'est des clients beaucoup plus affinitaires. Ceux qu'on va parrainer, c'est quand même des gens qui nous font confiance. Donc, c'est vraiment un canal qui peut être bien exploité, qui est souvent sous-exploité, notamment pour des soucis de conversion. Donc là, toute l'expérience client que tu décrivais, Roman, notamment, c'est vraiment ça qui va permettre de passer à la next step en termes de résultats là-dessus. Et puis donc un autre point sur le programme en tant que tel, évidemment, au même titre que la conversion est indispensable pour la réussite du parrainage, ce qui est aussi indispensable pour la réussite du programme, c'est la communication autour de celui-ci. Donc c'est pas le tout de le lancer le premier jour, il faut aussi pouvoir l'animer et aussi en fonction des différents temps forts de l'année. Donc est-ce que Chloé, tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez approché ça? Oui, et même dès le lancement, l'enjeu, ça a été aussi d'onboarder les clientes sur ce programme fidélité, qu'elles comprennent comment il fonctionne, que ce soit simple pour elles, et d'installer un petit peu ce réflexe fidélité dès le départ. Donc déjà, quand on a lancé le programme, en plus, ça tombait bien puisque c'était pendant l'anniversaire de M, donc on était sur un gros momentum pour M. Et donc, on a mené vraiment une campagne de lancement pour que le programme soit visible. Donc concrètement, en fait, avant le lancement, on a segmenté nos clientes en fonction de leur historique d'achat. Et en fait, dès le lancement, on est venu les positionner directement dans les différents niveaux pour qu'ensuite on puisse venir activer une offre de lancement en fonction de leur statut VIP avec des points offerts et des bons d'achat qui étaient valables que pendant une durée limitée. Et c'est ça qui a permis de créer dès le lancement déjà de l'engagement, d'inciter les clientes aussi à se familiariser avec le programme de fidélité, comment échanger les points, comment utiliser ces récompenses. Et ensuite, on a toute une partie qui est automatisée qui concerne les flows CRM qui sont connectés entre Loyoli et Klaviyo. Donc, en fait, dès qu'une cliente vient atteindre un certain nombre de points, débloque une récompense ou active un parrainage, elle reçoit automatiquement les bonnes communications. Et ça, c'est ce qui permet aussi de faire vivre le programme sans charges opérationnelles au quotidien. Et donc, on a cette partie-là. Et donc, en parallèle, on vient animer le programme. Donc, ça va être des boosts de points, des boosts de parrainage. Et pour cette partie-là, je sais que nous, en tout cas, on est particulièrement accompagnés par Farah, qui est notre account manager, qui vient nous distiller un petit peu les bonnes pratiques à tester et quand les tester. Donc, typiquement, on a testé un boost de parrainage et un boost de points pour Noël et au moment du Black Friday. Et ça permet d'animer le programme en dehors du système très linéaire de 1 euro égale 1 point qu'on a en fil rouge toute l'année. Très bien. Est-ce que Roman, tu veux nous en dire un mot sur la partie communication du programme?
Ouais, après je pense que Chloé a tout dit, mais ce qu'on voit par contre au-delà de l'animé, je pense que tout le monde est au courant que oui, il faut l'animer, il faut communiquer, ça c'est OK. Ce qu'on voit, c'est juste pareil, il y a une grosse tendance au niveau des consommateurs qui sont plus sensibles aux mécaniques de boost ponctuels, surtout sur le marché de la beauté, qui est particulièrement réceptif en fait à la gamification. Donc qui dit gamification dit communication liée. Donc doubler les points en effet sur une période courte, se servir, en effet, là, l'anniversaire de M au lancement, c'était quasiment parfait. Enfin, je pense que ça tombait pile poil, mais on l'avait aussi réfléchi en amont, justement pour avoir une date de lancement qui collait avec les temps forts en fait finalement de M, et c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai engouement pour ce truc de pendant 2 semaines, double tes points, au-delà d'une marque, d'une promotion classique qui va te dire moins 20%, etc. Donc c'est vrai que la com aussi est intimement liée aux mécaniques, aux missions. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux, et c'est pour ça que ça se réfléchit aussi beaucoup en amont et que ça se planifie. Sinon, on a vite tendance à faire des actions isolées et du coup à minimiser l'impact sur la partie business pure, quoi. Ouais, 100%. Donc ouais, la partie communication, effectivement, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais c'est vrai qu'avec le marketing automation, notamment sur Klaviyo, c'est assez facile à gérer, donc pas besoin de se connecter tous les 4 matins pour créer des nouvelles campagnes. C'est automatisé, et puis on le verra ensuite sur le site aussi, toute l'expérience qu'on va pouvoir avoir au long du parcours d'achat, de réachat. Mais juste avant de continuer sur ce point-là, on avait trouvé intéressant dans le cadre des paliers VIP, on a vu tout à l'heure qu'un client, une cliente pouvait bénéficier du support prioritaire. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un avantage qui est assez puissant, je trouve, parce qu'à chaque fois qu'on est confronté à une situation, nos tickets sont traités en priorité, notamment grâce à l'intégration avec Gorgias et Loyally. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Chloé, ce que vous avez mis en place? Oui, exactement. Ça facilite grandement le travail de nos équipes en interne, puisque à chaque ticket, du coup, la chargée de service client est capable de voir quel est le statut de la cliente, le nombre de points, les missions qui sont actives. Et typiquement, c'est un exemple qu'on fait fréquemment. Typiquement, quand on va avoir des offres, qu'elles soient flash ou non, ça arrive très très fréquemment qu'on ait des tickets de clientes qui ont pas pu profiter de l'offre parce que la période était trop courte, ou elles n'ont pas vu les communications, ou elles ont simplement oublié de profiter de l'offre. Et du coup, typiquement, on va pouvoir venir prolonger l'offre. Si on sait qu'une cliente est taguée comme ambassadrice, on va même pas se poser la question, on va prolonger l'offre de 24 heures, et ça va permettre à la cliente de bénéficier de l'offre et d'avoir ce statut privilégié sans que nous, ça nous impacte plus que ça. Et donc, ça va permettre, aussi par exemple, quand on va avoir un sujet au SAV d'un ticket où on va avoir une frustration, on va pouvoir aussi proposer un geste commercial, des compensations via des boosts de points, des récompenses. Et ça, c'est fait directement via l'outil. Donc, c'est super facile et ça permet de personnaliser en fait chaque interaction avec une cliente. Et pour nos équipes en interne, c'est très facile d'usage. Ouais. Et moi, si je rebondis là-dessus, je me rappelle de ce qu'on avait discuté, Chloé, à l'époque, et avec Sophie aussi dans ton équipe, c'est qu'il y avait un gros taux de désengagement, enfin en tout cas la pire erreur qu'on pouvait faire dans votre secteur, donc la beauté, cosmétique, on va dire au sens large, c'était d'avoir ce fameux de discuter entre guillemets avec un client, mais de ne pas savoir qu'on parle à une cliente VIP sur la partie justement support client. C'était l'erreur classique et le premier taux de frustration. Donc l'idée, c'était aussi de travailler ça, c'était d'être sûr que la partie support client serve vraiment le levier de fidélisation plutôt que le désengagement, et plutôt que ces portes de sortie faciles. Donc c'est ce qu'on avait essayé de travailler, d'être sûr que la partie support client est bien reliée à la partie fidélité pour personnaliser le message au maximum, quoi. Exactement. Je me rappelle que ça avait été en effet un sujet clé. Trop bien. Et donc peut-être juste avant de passer à cette partie sur l'expérience client en tant que telle et l'intégration aux différents parcours de la fidélisation, j'ai vu qu'il y avait une question donc de Alma pour toi, Chloé, je pense, mais je pense que Roman aura aussi des insights là-dessus. Donc Alma qui demande: est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui a motivé votre choix de migrer sur les nouveaux comptes clients? Tu veux
Tu veux que je Ouais, réponde? vas-y. Ouais. Alors, il y a 2 points là-dessus. Ça fait quasiment, je dirais, à peu près 1 an que les nouveaux comptes clients sont apparus sur Shopify. Comme toute nouvelle fonctionnalité chez Shopify, ils vont très vite, ils en sortent beaucoup. Donc, il y a un sujet, nous, chez Axome, de cadrer vraiment la fonctionnalité. Est-ce qu'elle correspond aux clients, au projet? Donc là, en l'occurrence, à M. Et on a mis un peu de temps à transiter pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture de nouveau dans le parcours. Et pourquoi on l'a fait? Pourquoi on l'a fait vraiment là récemment? Il y a un sujet de les anciens comptes clients vont être dépréciés par Shopify. Donc, dans tous les cas, il y a un moment où il va falloir y aller puisque Shopify continue d'avancer. Et après, il y a un sujet de corps technique, on va dire, autour de ça. Et après, il y a aussi un sujet, je pense, plus philosophique. Shopify aujourd'hui drive un petit peu les habitudes de consommation, d'achat sur Internet. Alors, au niveau européen forcément, mais encore plus au niveau mondial et encore plus aux US, au Canada, etc. Et c'est vrai que de la même façon qu'ils l'ont fait pour le checkout, qui convertit 15% de plus en moyenne qu'un checkout sur PrestaShop, sur Magento ou que sais-je, tu as l'habitude de passer par ce checkout-là, donc tu le fais un petit peu inconsciemment. Et les comptes clients, honnêtement, tend vers cette ambition-là, c'est-à-dire que tu te poses plus la question de « Attends, mon mot de passe, je l'ai enregistré, je l'ai pas enregistré, je sais plus ». Là, maintenant, tu as un code. On a l'habitude de switcher sur des écrans, maintenant même en téléphone, voilà, sur une page à une autre. Donc, c'est bien plus rapide d'aller taper son code de validation que de te rappeler que sur M, tu as mis le mot de passe, mais ton premier mot de passe quand tu avais 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un sujet à la fois de suivre un petit peu l'actu, l'innovation Shopify parce qu'ils drive les habitudes de consommation sur le e-commerce et aussi par contre de compatibilité quand même avec le secteur. Je dis n'importe quoi, mais si ça avait été une marque où la cible client, les personas sont dans une cible 50, 65 ans, forcément tu as un petit peu moins l'habitude de passer par ce modèle-là. Ça peut être un peu frustrant. Donc peut-être que là, on aurait différé le passage. Mais comme une marque, enfin pour M en tout cas, ça faisait sens de le faire tout de suite puisqu'ils sont, encore une fois, voilà, à la pointe de ces sujets d'innovation, d'actualité et ça matchait avec les cibles et les personas tout simplement. Trop bien. Et on avait une autre question de Anne-Sophie pendant qu'on est là. C'était sur le parrainage. Donc, est-ce que vous envoyez des invitations à parrainer un proche à l'ensemble de vos clients après un achat ou seulement aux meilleurs clients? Quelle est votre stratégie là-dessus? Non, on l'envoie à l'ensemble de nos clients et quand on va faire des OP, typiquement des OP boost, c'est là où on va pouvoir aussi venir segmenter et venir targeter par exemple que nos clientes ambassadrices ou nos initiés qui sont nos 2 paliers VIP. Donc en fait, ça dépend de la stratégie. Après, j'ai tendance à dire plus on arrive à communiquer, enfin plus on arrive à mettre en avant le parrainage à un maximum de clientes, plus on a de chances qu'elle soit prescriptrice et qu'elle nous recommande à d'autres clientes et on arrive à faire plus d'acquisition de clients. Mais après, tout dépend de la stratégie qui est pensée pour la marque. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Et puis donc, je pense que justement, c'est la bonne transition pour passer à la deuxième partie du webinaire, donc qui est plutôt sur l'expérience post-achat en tant que telle. Donc avec un premier objectif évidemment qui est de créer un parcours qui est sans rupture avec l'expérience globale. Chloé, Roman, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet? Oui, c'était un gros enjeu. À un moment où on a choisi la solution du programme fidélité, d'être certaine qu'on puisse avoir un programme fidélité qui vient s'imbriquer naturellement, comme tu le disais, Romane, sur notre site. En plus, on était en période post-migration, donc on a profité pour revoir l'intégralité de l'ADA du site, l'UX du site. Donc, c'était important qu'avec ce nouveau programme, on n'ait pas l'impression que ce soit juste un widget qu'on a ajouté au site. Donc, c'est sur cette partie-là qu'on a beaucoup été accompagné par Axome. Donc, Romane, peut-être si tu veux juste dire un petit mot là-dessus. Tu as tout dit. Non, tu as tout dit, mais pour parler simple, oui, l'identité de marque de M est hyper important. Tout est vraiment dans le détail sur le site. Donc, on était
on pouvait pas se permettre de proposer l'intégration d'un widget vulgairement, où ça aurait créé de la méfiance, deux, ça aurait un petit peu on va dire saccager tout le travail qu'on avait fait sur l'identité globale. Donc on a vraiment cherché par le biais de notre directrice artistique chez Axome, avec la collaboration justement avec Mathilde, avec toutes les équipes de M, à rendre le truc hyper classe, hyper luxe, un peu, encore une fois, il y a vraiment ce truc VIP chez M où tu es ambassadeur, tu es VIP, donc il fallait vraiment que ça se ressente aussi dans l'intégration du widget. Et après, on est persuadés, nous chez Axome, que dans tous les cas, sur la partie fidélité, parrainage, mais comme plein d'autres outils externes, il peut y avoir parfois une certaine méfiance en fait sur le fait de cliquer. C'est la même chose sur les avis clients, ou si c'est vraiment un widget où on se dit tiens, on va sortir, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, est-ce qu'on va revenir sur le site. Bref, c'est des portes de sortie qui sont très simples et du coup qui ruinent un petit peu le taux de conversion. Donc nous, on a cherché à remettre un peu de confiance du coup dans ce sujet de fidélité, de parrainage, en étant en l'intégrant à 100% avec du custom CSS. Et pour nous, c'est pas que de l'esthétique, même s'il y a un enjeu, mais c'est vraiment un vrai levier de conversion. Et les stats qu'on a eu en tout cas avant sur la partie PrestaShop et après, on a quand même eu plus de 35% de taux d'inscription au programme en plus versus avant. Donc, on a bien constaté, alors à la fois, c'est la partie tech qui fait qu'avec Loyoli, justement, ça a été simplifié, mais c'est aussi, je pense, quand même l'intégration front qui a joué, où on se dit, ah ouais, limite, c'est un peu sexy, c'est beau, on a envie d'y aller et on a envie de savoir ce qu'il y a derrière ce programme-là et de quoi on va bénéficier. C'est un peu ça l'idée. Et après, vulgairement, si je peux, de nouveau, c'est tant de maquettes, tant de co-création, en fait. On se met autour de la table, on en parle, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les bonnes pratiques en e-commerce au sens large. Après, on isole avec le secteur de l'activité de la cosmétique et après, on travaille des maquettes et on itère sur les maquettes sur chaque section, sur la fiche produit, sur le template du programme, dans le checkout, etc. Sur les templates aussi, même d'emailing dans Klaviyo, on peut intervenir. Enfin, en tout cas, c'est vraiment plein de micro-tâches un petit peu partout sur le site, quoi. Ben justement, c'est la bonne occasion de parler un petit peu de toutes les autres étapes sur le parcours sur lesquelles on va pouvoir faire en sorte que le programme soit 100% intégré à l'expérience. Donc, on a vu la page de parrainage, la page de fidélité. Donc, c'est vraiment un super rendu grâce à la capacité de Loyoli avec le custom CSS et puis Axome, du coup, qui a mis en collaboration avec MSAPAT. Voilà, on n'a vraiment pas l'impression de sortir du site et comme tu disais, ça fait une vraie différence dans les performances. Il y a plein d'autres endroits où on va pouvoir être présent aussi. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot aussi là-dessus, mesdames? Oui, l'essentiel, c'était aussi que le programme soit visible tout au long du parcours d'achat pour les clients. Donc, pour ça, on a des extensions, des modules. Donc, typiquement, là, sur la capture d'écran qui est en bas, c'est dans le compte client, la cliente va pouvoir retrouver son statut, son nombre de points, retrouver un bloc parrainage, les récompenses qu'elle a déjà utilisées en cours. Ça lui permet d'avoir un suivi global, en fait, sur son profil fidélité. Et ensuite, ce qui était aussi important pour nous, c'est que effectivement, on met en place tout un tas de mécanismes de récompense, c'est qu'elles puissent être visibles et utilisées. Donc là, typiquement, c'est au niveau du checkout. On a une extension qui, en fonction de ce qu'on a dans le panier, nous permet de nous dire combien de points on va pouvoir gagner avec ce panier-là. On va pouvoir aussi échanger directement au niveau du panier les récompenses qu'on a déjà débloqué, donc ça facilite forcément l'utilisation, l'échange de points et l'utilisation ensuite de récompenses. Et on l'a pas mis aussi ici, mais parce que c'est quelque chose qu'on active par parcimonie, parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à avoir des fiches produits qui peuvent être à rallonge. Mais on a aussi une extension au niveau des fiches produits qui nous permettent en amont de faire l'ajout produit, d'avoir le nombre de points qui correspond en fonction du produit qu'on souhaite ajouter au panier. Et ça aussi, c'est un vrai plus qu'on a activé au moment du lancement, qu'on a un petit peu cuté pour des raisons d'UX au niveau des fiches produits, mais qui est possible et qui nous a bien aidé au lancement pour maximiser la visibilité du programme. Ouais. Et tu as à peu près tout dit, mais justement, je pense que dans le checkout, il y a quand même pas mal de clients qui sont un peu stressés justement de venir modifier cette partie-là parce que on est dans le nerf de la guerre, on va dire. Le checkout, c'est le moment de tension maximale, on va dire, pour nos e-commerçants. Et justement, encore une fois, c'est un juste milieu
entre faire apparaître la data, faire apparaître les infos pour justement rassurer, mais ne pas en mettre trop, ou en tout cas trouver des petits quick wins qui permettent de garder la lisibilité sur ce qu'on veut savoir dans un checkout, c'est-à-dire sa commande, si on a bien les bons produits, le prix, les éventuelles réductions et valider. Donc c'est justement encore une fois le juste milieu entre la conversion et quand même la réassurance pure d'un programme de feed dans le checkout. Et en effet, sur les fiches produits, on s'est un petit peu tordu l'esprit parfois pour essayer d'avoir une hiérarchie d'informations claire et pas perturber la lisibilité, tu vois, du client sur une fiche produit. Ça, c'est un peu les mauvaises habitudes qu'on peut avoir en e-commerçant parce qu'on a la tête non-stop dans notre projet et nous, on a envie de tout faire apparaître et de tout montrer. Mais il faut parfois se remettre un petit peu à la place de l'utilisateur. Lui, ce qu'il a envie de voir chez M, c'est le produit, la direction artistique forcément des contenus qui est ultra importante chez eux et les infos clés sur les effets, les bénéfices. Donc, c'est un petit juste milieu. Voilà, on ne pouvait pas se permettre d'avoir non plus un gros encart programme de feed sur la partie droite d'une fiche produit, pour le coup. Ouais, c'est clair. C'est vraiment important de bien l'intégrer dans l'expérience client parce que quand c'est bien fait, en fait, de la fiche produit jusqu'au checkout, en fait, le programme, il va permettre de créer de la valeur. On a envie de passer systématiquement à l'étape suivante. Et puis, en plus, bonne nouvelle, on sait qu'il y a quand même un gros drop-off au checkout en général. Donc là, voir que, par exemple, on peut avoir des frais de livraison qui sont offerts, utiliser un reward pour aller au bout de sa commande, nécessairement, ça améliore à la fois la conversion du checkout en général, mais aussi l'utilisation du programme de feed parce que, comme le disait Chloé, on n'a pas besoin de retourner dans ses emails, dans son compte client, même si on n'a jamais vu le programme, on ne peut pas passer à côté. Donc ça, c'est assez puissant et c'est vraiment important de bien le faire comme l'évoquait Roman. Et puis, il y a aussi une partie de notification du coup qui est hyper intéressante, donc très preneur d'une petite explication de ce que vous avez mis en place là-dessus, Chloé. Oui, c'est un beau quick win qu'on a pu activer très facilement avec notre outil. C'est Wisepot, si jamais ça intéresse certaines personnes du webinaire. Mais donc, du coup, en fait, on a activé des notifications qui sont segmentées en fonction du profil de visiteur et qui permettent de mettre en avant le programme. Donc, typiquement, en fonction de si un visiteur arrive sur le site mais est non client, si c'est une cliente mais qui n'a pas encore assez de points pour débloquer une récompense, ou alors au contraire, elle a assez de points pour débloquer une récompense mais elle ne l'a pas encore fait. Ça permet de venir pousser des notifications personnalisées, de renvoyer vers le club M et d'inciter ou bien à découvrir si c'est un visiteur non client, ou bien d'aller choper pour aller gagner plus de points pour débloquer une récompense, ou bien tout simplement d'échanger sa récompense pour pouvoir l'utiliser sur le prochain achat. Et je disais, effectivement, c'est un beau quick win puisque sur ces notifications, on a un taux de conversion des clics de 12%. Donc, c'est quelque chose dont on ne veut pas se priver et qui, en plus, facilite l'expérience client et qui, tu vois, sur la notification qui est assez bien intégrée, c'est smooth. On ne vient pas afficher une grosse pop-up sur le site. Ça s'intègre correctement dans le parcours d'achat. Donc, c'est un joli quick win qu'on a mis en place grâce à Wisepops, qui est intégré du coup avec Loyoli et qui permet de venir afficher notamment le nombre de points en cours, les récompenses en cours. Donc, c'est très facile à mettre en place. Trop bien. Et Roman, quelque chose à ajouter sur le sujet des notifications ? Non, je pense que Chloé a tout dit, mais en fait, pour moi, c'est même si on prend un peu de hauteur sur ces sujets, donc Wisepop, en effet, fait partie de l'écosystème Shopify, comme plein d'autres applications. On parlait du service client, on parlait de Klaviyo, donc Gorgias, tous ces outils-là. Et en fait, je pense que la force aussi qu'on peut avoir avec Loyoli, c'est l'intégration avec l'écosystème. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille chez nous, chez Axome. Pour le coup, on essaye de... Quand on utilise un outil, quand on va se dire, on exploite Loyoli, on essaye de regarder tout l'écosystème pour voir comment, on peut aller chercher et maximiser l'impact, on va dire, ou deux, comment on peut faire gagner du temps finalement aux équipes de M, juste dans les configs, justement, les automatismes. Donc, Wisepop en fait partie, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Donc, l'idée, pareil, si vous êtes en train de réfléchir au programme de feed et à l'outil que vous allez choisir, réfléchissez aussi plus large de l'écosystème au global, quoi. Et je parle de Shopify, mais... il peut y avoir un écosystème sur d'autres CMS, bien sûr, quoi. Ouais, c'est clair. Super. Et ouais, donc j'ai vu deux petites questions sur comment mesurer l'efficacité d'un programme de fidélité, notamment, ou encore le bon taux de fidélité. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va en parler du coup sur une slide dédiée
justement avec les résultats d'M Skincare. Et donc, sans plus attendre, on a voulu aussi pouvoir illustrer donc, un parcours en fait type d'une cliente finalement avec tous les touchpoints qu'on a pu voir. Tu as parlé de l'écosystème Roman qui est vraiment le nerf de la guerre aussi. Donc là, c'est vraiment de manière macro dans l'écosystème finalement. Quel est un des parcours possibles avec un programme d'engagement tel que l'Oeilli? Est-ce que Chloé, tu veux nous décrire un petit peu ce parcours type? Oui, je pensais que tu allais le faire, mais si tu veux, je peux. Ouais, je peux le faire si tu veux, déjà dans les grandes étapes, et puis après, tu pourras peut-être compléter avec Oui. ton retour d'expérience. Donc, typiquement, l'étape 1, ça va être que une cliente reçoit un code de parrainage. Donc, pardon, elle va pouvoir ensuite aller, avec les extensions qu'on a vues, notamment pouvoir réaliser un achat en sachant combien de points elle va gagner, etc. Une fois cet achat fait, elle va pouvoir avoir le suivi de commande, mais aussi la présentation du programme de fidélité qui est automatisé avec Klaviyo, jusqu'au moment où elle va pourquoi pas faire un achat cette fois-ci en boutique, pouvoir être éligible à réaliser des missions UGC lors d'un lancement d'un nouveau produit, par exemple. Mais aussi, on va y revenir dans quelques slides, la prise en compte de l'abonnement dans le programme de fidélité, où elle va pouvoir échanger ses points qui sont valables sur une récompense dans le cadre de l'abonnement via Recharge. Comme elle vient de faire des achats, elle passe un nouveau palier VIP, on la prévient sur Klaviyo. Comme elle rentre dans un des paliers sur lequel on a une récompense à son anniversaire, elle va pouvoir en bénéficier. Et puis jusqu'au moment où elle va pouvoir voir son ticket traité en priorité par le service client. Donc elle est tellement satisfaite après tout ça qu'elle-même va pouvoir recommander à son tour quelqu'un. Donc voilà un des parcours qui est possible. Est-ce que Chloé, tu as des retours par rapport à ça? Non, oui, du coup, ce qui facilite aussi, c'est que justement, toutes nos différentes plateformes, que ce soit Klaviyo, que ce soit Shopify Plus, OPOS, offline ou online, tout est synchronisé, tout communique, toutes les intégrations communiquent entre elles et c'est ce qui fait que ça facilite aussi le parcours d'achat. Nous, en interne, ça nous permet aussi de suivre correctement ce parcours d'achat et de venir en fonction ajuster certaines stratégies sur différentes intégrations en fonction de comment navigue un client dans tout ce parcours-là. Mais le plus important à retenir, effectivement, c'est que c'est parfaitement intégré avec les outils qu'on a dans notre écosystème. Et du coup, ça facilite tout notre travail en interne et le parcours côté client. Mais je crois qu'on a la slide juste après, notamment sur la partie offline, online, qui est aussi très importante pour nous parce que du coup, on a un point de vente physique à Paris. Et donc, du coup, c'est important pour nous que les équipes en interne en boutique et que les clientes qui viennent en boutique puissent accéder au programme au même titre qu'elles le font sur le e-commerce, donc utiliser leurs points, utiliser leurs récompenses et qu'en interne, nous, notre équipe, puisse être capable de suivre le compte client, de savoir en un clic sur la tablette qui est ce client, combien de points elle a, quelle récompense elle peut échanger, quel est son statut. Et ça permet de proposer aussi une expérience en boutique qui soit plus personnalisée puisqu'on a plus d'infos sur la cliente en boutique. Et pour le coup, c'est très bien fait avec l'application l'Oeilli. Super. Et puis, c'est vrai que le wallet, c'est aussi un nouveau canal de communication, hein. C'est 100% d'open rate. Personne ne désactive les notifications du wallet. Et puis, ça permet aussi de envoyer des pushs géolocalisés. Dès que je passe à X mètres d'un magasin, je peux recevoir potentiellement une notification qui m'invite à dépenser mes points. Et surtout, pour les équipes retail, ce qui est hyper intéressant, c'est que plus besoin de donner son email, son numéro de téléphone devant tout le monde. Là, on a simplement à présenter sa carte, on la scanne, on récupère tout le contexte client, donc le client se sent reconnu aussi, et puis potentiellement on ne part pas de la file d'attente, donc aussi peut-être plus de business qui est faisable avec cette carte dans le wallet. Donc super pour ça, et puis ensuite on a voulu faire un petit focus du coup sur l'unboxing. Oui, parce qu'en fait, en expérience post-achat, il y a une typologie de clientes qu'on va un petit peu traiter avec un peu plus d'attention. Comme le disait Roman, on a une partie importante du business qui est fondée sur l'abonnement à nos cures. Donc, l'enjeu, c'est à la fois de venir recruter de nouvelles abonnés, mais aussi de les engager sur la durée. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille notamment
beaucoup l'expérience dès la réception du produit avec un unboxing qui est personnalisé. Là, vous voyez, on va retrouver des conseils, de la pédagogie sur la cure, une mise en avant des avantages du programme de fidélité. Et en parallèle de cette expérience, on va dire offline, elle est prolongée sur le digital avec tout un onboarding CRM qui va venir accompagner la cliente dans ses premiers usages de la cure, avec un flow dédié, une bibliothèque de vidéos de notre fondatrice qu'on a pensé spécialement pour accompagner nos abonnés. Et ensuite, cet accompagnement, il va venir se prolonger dans le temps, peut-être si on peut passer à la slide suivante, mais avec une logique de fidélisation qui est spécifique pour les abonnés. Donc, les abonnés, elles bénéficient non seulement des avantages du programme fidélité, mais en parallèle des avantages qui sont spécifiques à leur statut, qui viennent s'ajouter à ces avantages du programme fidélité. Donc, c'est notamment toute l'année, elles ont moins 10% et la livraison offerte sur toutes leurs commandes. Ça permet de les valoriser davantage. Par exemple, elles vont aussi gagner, plus elles vont rester abonnées, plus elles vont gagner de points grâce à leur renouvellement d'abonnement. Donc, ça va permettre aussi de faire en sorte que les abonnés restent plus longtemps abonnés. Et donc, l'objectif, voilà, c'est de vraiment récompenser la durée. Et en parallèle, on travaille aussi l'aspect recrutement à l'abonnement, donc notamment via des scénarios CRM qui permettent de transformer des achats ponctuels en abonnement. Et c'est là où, typiquement, on va pouvoir aussi faire intervenir la fidélité en proposant, par exemple, des boosts de points pour passer d'un achat unique à un abonnement. Et donc ça, c'est un levier qui est assez intéressant à mettre en place et à valoriser pour aller faire de l'acquisition d'abonnés. Si je peux compléter, moi, avec une stat sur l'abonnement, sur ce qu'on peut voir, on a moins 20% de taux de désabonnement. Donc, c'est le taux moyen observé lorsqu'on a des mécaniques de fidélité intégrées, donc que ce soit des points doublés, des paliers, etc., nativement dans le programme d'abonnement. Donc, c'est quand même ultra impactant aussi, quoi, moins 20%. Ouais, c'est clair. Puis ça permet vraiment de différencier les parcours en fonction du niveau d'engagement avec le client qui est du coup abonné. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Et ça a été vraiment super bien fait. Donc, à la fin des fins, ce qui va quand même nous intéresser et intéresser aussi beaucoup de ceux qui sont présents sur le webinaire, c'est les résultats. Est-ce que Chloé, je pense que tu as été mieux placée pour le coup pour en parler. Carrément. Pour mettre aussi un petit peu de contexte, donc on a lancé le programme fin septembre 2025, donc on a 6 mois de recul, mais on a déjà des signaux très positifs. On a près de 5% donc, du chiffre d'affaires qui est aujourd'hui attribué au programme, donc aux récompenses vraiment du programme. Et c'est un chiffre qui a plus que doublé entre le moment où on a mis en place le programme fin septembre et mars. On voit aussi que ça a très fortement impacté notre panier moyen. Donc, les clientes qui utilisent une récompense, elles ont en moyenne un panier qui est plus élevé de plus 40 €. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour nous. Et surtout, quand on compare, alors bien sûr, toujours avec ce contexte de 6 mois, il y a aussi une saisonnalité qui vient prise en compte dans ces chiffres. Mais quand on compare avant, après le lancement, on a une fréquence d'achat qui a été multipliée par 2,5 et un CA par cliente qui a été multiplié par 3,3. Donc, c'est des résultats qui sont encourageants, mais qu'on a surtout aussi hâte de suivre sur une période plus longue pour continuer à optimiser le programme. Et un des éléments aussi que je voulais mettre en avant, c'est sur la partie charge opérationnelle au quotidien. Finalement, il y a eu un gros travail qui a été fait en amont du lancement, la construction de la mécanique, des paliers, la mise en place des flows CRM, etc. Mais ensuite, au quotidien, le programme, entre guillemets, roule tout seul parce que tout est automatisé. Et c'est ce qui nous laisse aussi le temps et la place de venir réfléchir à la partie plus expérientielle dont je vous parlais au début du webinaire, sur la partie animée avec des masterclass, des avant-premières, un côté un peu plus expérientiel que transactionnel avec ce système de points. Donc voilà, on a aussi déjà quelques petites pistes d'action qu'on sait qu'on veut mettre en place sur les prochains mois. Mais si jamais vous avez des questions, en tout cas, on est sur des résultats qui sont vraiment très encourageants pour seulement 6 mois de mise en place.
Et si je peux appuyer, moi, il y a un des points, parce que je pense qu'il y a une grosse idée reçue dans le e-commerce au sens large, comme quoi les réductions liées à la fidélité feraient baisser le panier moyen. Et très honnêtement, alors avec M, on le voit, mais même au niveau marché global, on prouve le contraire. Pour moi, un client qui utilise une récompense, il se sent alors déjà valorisé et il se sent riche, on va dire, d'un pouvoir d'achat un petit peu supplémentaire. Ça, c'est un biais cognitif psychologique qu'on a tous. Mais du coup, il a tendance à ajouter un produit ou un petit peu plus premium ou un produit complémentaire qu'il n'aurait pas testé autrement. Et c'est vraiment la stat là, des plus 40 euros, enfin en tout cas sur la partie panier moyen. C'est vraiment ce qu'on a, si on est allé chercher un petit peu dans les stats, c'est vraiment ce qu'on a repéré. Donc, oublier un petit peu cette idée reçue de la réduction me fait baisser mon panier moyen ou saccage ma marge ou bref, toutes ces choses-là. Si c'est bien fait, si c'est bien embarqué, bien réfléchi, en règle générale, le marché prouve le contraire pour le coup. Ouais, c'est clair. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un point qui est vraiment important là-dessus, et c'est bien que tu en parles de cette idée reçue un petit peu sur la dégradation de la marge avec les récompenses fidélité. En fait, ce qu'on veut avec un programme de fidélité, c'est que nos clients dépensent plus vite et plus rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur la partie fréquence d'achat et CA par client, qui est drivé quand même par les récompenses. Mais après, effectivement, pour s'assurer qu'on drive un comportement nouveau, faut regarder la partie incrémentale. Et là, en fait, comment on génère de l'incrément? Ça va être en structurant correctement le programme, notamment sur les expirations des points, les expirations des récompenses, pour être sûr qu'on est bien en train d'accélérer le repeat et pas d'encourager un comportement déjà existant. Et de la même manière, sur le panier moyen, c'est les minimums d'achat nécessaires pour utiliser les récompenses qui va être important à bien paramétrer pour être sûr que on génère vraiment de l'uplift nouveau. Et aussi, comme Chloé l'a dit, c'est l'analyse avant le lancement de toute la donnée déjà existante pour comprendre les cohortes de réachat, quel seuil je vais pouvoir mettre dans tel et tel palier, faire un forecast du profit sur les paliers en fonction des récompenses qu'on va aussi choisir. Donc voilà, ça a été fait hyper sérieusement. Et ça se voit que les résultats sont déjà assez encourageants. Et pour répondre du coup à la question, je crois que c'était Mathias et puis Marianne aussi qui l'a posé sur l'efficacité d'un programme. Donc là, on voit déjà que sur les 6 premiers mois, ça part extrêmement bien. Et nous, en général, ce à quoi on peut s'attendre, et je pense qu'avec M, on va le dépasser, sur nos clients en moyenne, toutes industries confondues, on va être sur du 7-8% donc de contribution au revenu du programme de fidélité grand minimum, jusqu'à 15% en moyenne. Et on a des clients, notamment dans la cosmétique, qui sont à 22% de leur chiffre d'affaires qui est généré à travers le programme de feed et parrainage, sans compter tous les UGC, les dizaines de milliers d'abonnés, les dizaines de milliers d'opt-in, de complétion de données, etc., qu'il faut aussi prendre en considération dans le calcul du ROI, l'un et dans l'autre, du coup, avec cette capacité d'utiliser toutes ces récompenses-là. Et du coup, tu parlais, Chloé, un petit peu de ce qu'on prépare pour la suite. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc l'idée, c'est de venir accélérer l'utilisation de ce qu'on appelle des automations. Donc aujourd'hui, on a le programme qui vit tel qu'il est avec la mécanique dont je vous ai expliqué, mais on peut venir aller plus loin dans la personnalisation et le déclenchement des récompenses. Typiquement, on va pouvoir récompenser, là dans l'exemple, on va pouvoir récompenser par exemple un panier qui est supérieur par exemple à 50 euros. On va pouvoir venir déclencher une mécanique qui est spécifique. Toutes ces automations, elles sont aussi du coup synchronisées avec Klaviyo qui permet aussi de déclencher les bons mails en fonction de cette automation. Donc, c'est vraiment pour aller faire de la récompense plus fine et plus segmentée. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on n'a encore pas assez exploité et c'est vraiment dans les next steps qu'on aimerait mettre en place. Le wallet dont tu parlais, donc qu'on n'a pas encore mis en place, mais qu'on a envie de mettre en place dans les prochains mois. Et il y a aussi toute la partie, c'était un chiffre que j'avais mis sur la slide d'avant, mais j'ai oublié de vous parler, mais sur la partie vraiment flow automation qui sont liés à Loyoli, ça représente 15% en fait de nos flows global CRM en termes de CA, donc c'est énorme, c'est un vrai levier. Et donc on se dit qu'on peut aussi aller les améliorer parce que du coup, on a mis en place ces flows au moment du lancement, on va dire, de façon très standard pour qu'ils fonctionnent et qu'ils soient bien explicatifs pour les clientes. Mais on peut aller chercher encore un peu plus, se challenger sur ces flows-là pour aller chercher encore plus de CA avec des relances, une meilleure DA, des cross-sell, des blocs cross-sell dans les flows, enfin, aller améliorer cette partie-là.
Et ensuite, il y a une dernière partie, je crois que c'était plus pour toi, Joseph, sur la technologie OCR pour le wholesale. Ouais, exactement. Donc c'est vrai qu'on a vu que voilà, l'expérience maintenant, elle intègre bien, que ce soit sur le site, dans les boutiques physiques et avec le wallet, le programme de fidélité sur tous les touchpoints pour vraiment créer de la valeur et donner aux clients envie de passer à l'étape suivante et de revenir. Et donc là, maintenant, l'objectif, c'est vraiment de cadrer 100% des canaux, notamment les canaux non propriétaires. Donc il y a beaucoup de marques qui doivent vendre en pharmacie, via des revendeurs, etc. Et tous ces clients-là, ils achètent la marque, ils sont fidèles, mais ils sont pas récompensés. Donc là, l'objectif, ça va être typiquement de pouvoir scanner donc avec depuis le programme de fidélité Loyoli, un QR code et son ticket de caisse, par exemple à la pharmacie, pour pouvoir ensuite, avec la technologie qu'on développe, identifier quels sont les produits de la marque concernée, si c'est bien un revendeur qui est agréé, et isoler du coup les montants dépensés pour lui attribuer des points qui, pour le coup, sont valables sur le site du e-commerçant directement. Donc ça permet de se réapproprier aussi un petit peu du trafic. Mais finalement, tout le monde est gagnant aussi parce que une pharmacie, par exemple, chez qui on gagne des points, on va pas forcément acheter que des produits de la marque en question, mais on va aussi vouloir revenir parce qu'on sait que potentiellement mes achats seront récompensés. Donc tout le monde est gagnant. Donc voilà le petit point là-dessus. Et puis du coup, on est au bout du webinar. On a seulement 1 minute de retard. Donc franchement, c'est bien je suis géré. plutôt fier de nous. Et donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, mais avant ça, nous, on aimerait aussi vous en poser une petite avec Roman et Chloé. Donc, c'est sur la distribution aujourd'hui pour comprendre justement un petit peu quels sont vos différents canaux. Donc, n'hésitez pas à y répondre en live. Hop, je vais masquer le sondage, mais vous pouvez continuer d'y répondre. Et puis, pendant ce temps-là, on va pouvoir regarder donc s'il y a des nouvelles questions. Et donc, il y en a une, notamment d'Erwan, qui demandait donc jusqu'où vous êtes remonté sur l'historique en base client pour le lancement du programme. Donc, est-ce que pour vraiment structurer les paliers VIP, etc., on est parti sur tous les clients ou juste l'année dernière, les 2 dernières années, Chloé, si tu veux répondre? Oui, on a regardé, donc on a pris l'ensemble de la base client et ensuite on a regardé sur les 12 derniers mois quels étaient les montants dépensés pour ensuite venir créer nos paliers VIP et faire en sorte qu'on n'ait pas, admettons, comme on sait qu'au palier le plus VIP ambassadeur, c'est là où on a les avantages les plus intéressants, qu'on n'ait pas 80% de notre base qui soit dans ce palier-là et qu'on ait le reste dans les paliers les moins intéressants. Donc, on est venu construire comme ça sur toute la base en prenant l'historique d'achat sur les 12 derniers mois. Si c'est bien clair, c'était ça la question. Je pense que c'était ça et c'était très clair comme réponse, donc merci beaucoup. Et donc oui, on va évidemment vous envoyer du coup un replay de cette présentation. Et tiens, on vient d'avoir une nouvelle question de Justine donc, qui demande comment gérez-vous les clients web et boutiques physiques pour que les clients s'y retrouvent en termes de récompense d'achat? C'est très simple puisque du coup, en fait, le système, c'est 1 euro égale 1 point. Donc, que l'euro, il a été dépensé sur l'e-commerce ou en site, en fait, tout est synchronisé. Donc, les récompenses, en fait, sont synchronisées à partir de ces montants dépensés. Les récompenses sont valables en boutique et sur l'e-commerce. Donc, en fait, ça se fait naturellement et facilement. La data est 100% partagée comme M utilise Shopify POS sur la partie canal de vente, du coup sur la boutique physique parisienne. La base de données client est partagée, les commandes sont partagées, elles sont juste flaguées en fait juste en vente online ou en vente POS, mais la donnée est 100% partagée en temps réel. C'est aussi là toute la force de l'écosystème de Shopify sur cette partie-là. Et on a aussi la possibilité, via Loyoli, de voir justement quelles récompenses ont été utilisées en boutique versus celles en e-commerce, si besoin d'affiner une stratégie, d'accélérer l'utilisation des récompenses en boutique, etc. Tout est visible via Loyoli. Trop bien. Et donc, ouais, pas mal de questions finalement sur cette partie omnicanalité. Il y a Célia qui demande, récompenser les achats des boutiques partenaires est-il possible uniquement via le wallet? Je pense que tu parles des revendeurs, du coup, si je comprends bien, qui sont pas forcément des canaux propriétaires, donc pas forcément intégrés dans l'expérience. Et ça va plutôt être l'OCR qui va pouvoir répondre à cette problématique plutôt que le wallet. Donc, je vais chez un revendeur, je prends photo de mon ticket de caisse,
je l'importe dans la mission sur le programme de la marque, et ensuite je peux du coup gagner des points pour ça. Bon super, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. De toute façon, avec Roman et Chloé, nous on est dispo par email. Je pense que c'est sûrement sur la première slide. On vous renverra, comme évoqué, de toute façon le replay et la présentation. Et puis n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au catalogue d'Em Skincare, ou encore d'aller visiter les différentes success stories d'Axom qui sont nombreuses. Et puis aussi de pouvoir calculer, pour tous ceux qui n'ont pas encore de programme et qui se demandent justement ce que ça pourrait générer, le ROI potentiel d'un programme typiquement que celui d'Em Skincare. Merci à tous en tout cas, c'était top de pouvoir vous partager ça. Merci beaucoup Romane et Chloé. Et puis très vite.